Bonjour chers élèves, bienvenue avec vous. Notre professeur de SVT. Donc voilà un exemple de contrôle numéro 1 semestre 2 de collège Youssef Boutechfine. Première partie, récupération des connaissances. On passe à la première question. Relier chaque terme avec sa définition. Donc on a 4 termes différents. La première terme, pli anticlinal. Deuxième terme, pli synclinal. La troisième terme, faille normale. Et la dernière terme, faille inverse. Donc un pli synclinal, si le cœur est plus récent, c'est un pli concave. Lorsque le cœur, on parle sur un pli anticlinal, lorsque le cœur est plus récent que les bordures, donc c'est un pli concave. Pli synclinal, donc le cœur est plus récent que les bordures, c'est un pli concave. La troisième terme, on passe à la troisième terme, faille normale, comme définition, c'est déplacement incliné et les compartiments s'écartent. Et la dernière terme, on a faille inverse, déplacement incliné et les compartiments se rapprochent. Effectivement. On passe à la deuxième question. Répondez par vrai ou faux aux expressions suivantes. On a 5 expressions différentes. Première expression, la chaîne de subduction se forme suite à la collision de deux plaques océaniques. La chaîne de subduction se forme suite à la collision de deux plaques océaniques. Cette expression, il est faux. Pourquoi? Parce que la chaîne de subduction se forme suite à la subduction de plaques océaniques sur une plaque continentale. Deuxième expression, toutes les chaînes de montant sont des chaînes de collision. C'est faux. Pourquoi? Parce que on a des chaînes de subduction, on a des chaînes de collision. Donc cette expression, elle est faux. On passe à la troisième expression. Les failles, ce sont des déformations souples. Cette expression, elle est faux. Pourquoi? Parce que les failles, ce sont des déformations cassantes. Ce n'est pas des déformations souples. On parle sur les plis, ce sont des déformations souples. Ce n'est pas les failles. Donc, c'est pour cela, cette expression, elle est faux. Le quatrième expression, les roches magmatiques sont toutes des roches volcaniques. Et aussi, cette expression, elle est faux. Pourquoi? Car les roches magmatiques, ce sont des roches plutoniques et des roches volcaniques. Ce n'est pas toutes des roches volcaniques. Donc, on a deux types de roches magmatiques. On a les roches volcaniques et aussi on a les roches plutoniques. On passe à l'expression suivante. Pli synclinal résultant. Le résultant des contraintes distensives. Des contraintes distensives, c'est-à-dire cette expression, il est faux. Pourquoi? Parce que le pli synclinal, quel que soit les plis synclinal ou le pli anticlinal, c'est résultant des contraintes de compression. Donc, c'est pour cela, cette expression, elle est faux. On passe à la dernière expression. Le gabbro est une roche magmatique volcanique totalement cristalline. Il y a une structure grune. Et aussi, cette expression, elle est faux. Pourquoi? Parce que le gabbro est une roche magmatique. Cette expression, elle est juste. Mais le gabbro, ce n'est pas une roche volcanique, c'est une roche plutonique. C'est une roche plutonique totalement cristallin. Ça va alors coller. Il y a une structure grune. Exact. Donc, l'erreur qui existe dans cette phrase, c'est volcanique. Donc, le gabbro est une roche magmatique plutonique totalement cristallin. Il y a une structure grune. Effectivement. On passe à deuxième partie, raisonnement scientifique, communication écrit et orale.
Donc, on a le premier exercice. Document 1 représente une coupe entre la rêve Charnitz et la rêve Soudre en France. Donc, on a des rêves différents. On a la rêve Charnitz et les rêves Soudre. Ma question, la première question qui se pose, quel est le type de déformation tectonique qui affecte cette région? ما هي أنواع التشوهات التكتونية التي عرفتها هذه المنطقة؟ Regarde. Donc on a des plis concaves et on a un pli aussi convexe. Donc les déformations tectoniques qui affectent cette région en général, donc on a les plis et les failles, notamment les failles inverses. Précisez les types de déformations tectoniques qui affectent les zones A. Regardez les zones A. Donc, on a pli concave. Regardez les zones B. On a pli convexe. Donc, pli concave, on part sur un pli s'inclinant. Donc, les zones A affectent des déformations tectoniques si pli synclinal et les zones B, c'est un pli anticlinal. On passe à la troisième question. Détermine la nature des forces tectoniques qui est responsable de ces déformations. Détermine la nature des forces tectoniques qui est responsable de ces déformations. C'est-à-dire, استخرج نوع القوى المسؤولة على هذه التشوهات التكتونية. Donc, on a effectivement, on a deux types de plis, quels que soient les plis anticlinales et les plis synclinales. Donc, c'est en force de compression, effectivement. La dernière question, représenter convenablement cette force par des flèches sur le document. Donc, voilà le document. On a des flèches comme ça. Donc, c'est des flèches de convergence ou de rapprochement. Et voilà, effectivement. Donc, si simple, exercice simple pour le deuxième année collégiale. On passe à l'exercice 2. Le document 2 représente deux lamas différents. Donc, la première lamas de granit. Le deuxième lamas, c'est le lamas de basalte. La composition minéralogique de la masse de granit, il est constitué de trois composants, on a trois constituants différents. Première constituant, on a le quartz. Deuxième constituant, on a le feldspath. La troisième constituant, on a le biotite. Pour la masse de basalte, il est constitué de quatre composants différents. On a la plagioclase, l'olivine, pyroxène et le pâte vitreuse. La question qui se pose à partir du document 2, complétez le tableau suivant. Donc, on a un tableau. Première question, composition minéralogique. La composition minéralogique de basalte, on a quatre compositions minéralogiques. On part sur le plagioclase, l'olivine, le pyroxène et le pâte vitreuse. Effectivement. Pour le granit, on a trois compositions minéralogiques. On a le quartz, le feldspath et la biotite. On part sur le mica noir. Donc voilà. Deuxième colonne, cristallisation. La cristallisation, regardez. Donc pour le granit, on a des cristaux de grande taille, quel que soit le quartz, le feldspath, le biotite. On part sur une cristallisation totale. Or, c'est un roche totalement cristallisé. Pourquoi? Parce que sur les cristaux, ce sont des cristaux de grande taille. Pour le basalte, cristallisation il est partielle. Pourquoi? Parce que la présence de quoi? La présence de pâte vitreuse, la pâte vitreuse non cristallisée. Et aussi on a des cristaux, des grands cristaux, quel que soit le lévin et le pyroxène, et des cristaux moyens aux petits cristaux, on part sur le microlithe de plagioclase. Donc, c'est une cristallisation partielle. Mode de refroidissement.
Pour le basalte, il subit refroidissement en 3 étapes. Refroidissement lent, refroidissement rapide et refroidissement moyen. Donc refroidissement lent dans la chambre magmatique, on a la formation de l'évène et de peroxène. Refroidissement moyen, la formation de microlithes de plagioclase dans la cheminée. Et la dernière, on a le refroidissement dans une surface. On part sur la formation de pâte vitreuse. On part sur un refroidissement rapide. Par contre, le granit, on a des grands cristaux. Et pour cela, on a un refroidissement insoluble. Donc, un refroidissement lent. Pourquoi? Parce que sur les cristaux, il y voit à l'œil nu. Donc, pour le refroidissement de basalte, il y a le refroidissement rapide. Pour le granit, on a le refroidissement lent. On passe à la dernière question, la texture. La texture de basalte, on a une texture microlithique. Pourquoi? Parce qu'il constitue de microlithes de plagioclase. On part sur une texture microlithique. Mais le granit, on a une texture grenue. Pourquoi grenue? Parce que il est constitué des grands cristaux ou des grains, quels que soient les grains de quartz, les grains de feldspath et les grains de biotis. Donc pour cela, la texture est grenue. Et voilà. Et merci pour votre attention.